mais du coup, alors là pour le coup, avec un cadre et une image qu'il faut saluer, parce que vraiment c'est assez marquant. Et d'ailleurs, voilà, ne serait-ce que l'image de l'affiche, il y a une lumière forte qui en émane, donc il faut le signaler. Comment est-ce qu'on travaille sur cette partie gestuelle? Comment est-ce qu'on dirige les comédiens pour que ça s'exprime? Enfin, quand elle joue du violon, c'est une scène hyper forte où on est suspendu au morceau de musique et on sait que c'est quelque chose d'improbable. Je sais pas. Comment dire, la direction d'acteur chez moi c'est très peu analysé, c'est très dans l'instinct, sur le moment, voilà. Après je peux être extrêmement chiante sur un geste précis qui d'ailleurs n'est pas un de ceux que vous citez, mais par exemple le moment où enfin qui en fait partie aussi, mais le moment où Sonia monte les escaliers et a sa main sur la rambarde de l'escalier, voilà. C'était, je sais pas combien de fois on l'a faite, mais il y a, je sais pas, à un moment donné, il y a une sensualité à voir. C'est-à-dire qu'il y en a une qui abandonne tout ça, il y en a une qui dit adieu à tout ça, et puis il y en a une qui retrouve le toucher, la matière de la peinture, se reconnecter avec elle, reconnecter avec ses sens. Voilà, donc le bruit, les oiseaux, la lumière. Mais tout ça est très instinctif. Ouais, c'est vrai, quand on a le groupe de parole avec les jeunes filles qui enlèvent leurs gants et qui retrouvent juste la sensation d'avoir la main caressée pour ne plus être... parce qu'elle dit, mais personne ne te demande de t'effacer. Mais ça, c'est venu sur le tournage. Ça, c'est typiquement des choses qui sont venues sur le plateau, en fait. Et pourquoi ne choisir plutôt que des parcours de filles? Parce qu'au début, on commence le film avec un garçon, puisque le père, effectivement, il explique l'histoire de son garçon avec qui il avait des rapports forts, et finalement, on ne développe que sur des filles. Parce que notre sujet, dès le départ, avec Émilie, c'était les filles. On avait envie, toutes les deux, indépendamment, sans se connaître, même au départ, de traiter les filles. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons, je sais pas, Émilie pourrait le dire. Moi, je sais que c'était parce que c'était beaucoup plus mystérieux, incompréhensible en fait pour moi, que les garçons, même si je comprenais pas forcément les garçons, mais ça me semblait comme ça plus... je me disais, si on me donne des raisons, ça me semblera plus logique ou plus compréhensible. Alors que les filles de 14-15 ans, je lisais des articles qui étaient partis, je rencontrais le premier frère que j'ai rencontré à Avignon, qui m'a parlé de sa sœur qui était partie donc à l'âge de 14 ans, me disait, voilà, il y a un mois avant de partir, elle regardait Violetta. Donc moi, il y avait quelque chose, une espèce de parenthèse que je ne savais pas comment la remplir, et ça me passionnait. Et puis c'est vrai que peut-être aussi bêtement, parce que je suis une fille, j'avais l'impression de pouvoir plus facilement me ressentir ce que j'allais entendre, ce que j'allais voir, découvrir. Mais il n'y a jamais eu de questionnement sur une fille, un garçon, deux garçons, enfin non, ça a toujours été des filles. Et malgré ça, pourquoi il y a ce témoignage d'abord d'un papa au début. C'est vrai que les papas sont beaucoup moins présents dans les groupes de parole et dans les séances de désembrigadement. Voilà, les mamans sont là. Ça ne veut pas dire que les papas ne sont pas là à la maison, mais ils ont beaucoup plus de pudeur à venir, à s'exprimer en public, s'exprimer en groupe. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile pour les hommes, je crois, en général. Ils sont un peu comme des animaux blessés. Ils portent une culpabilité qui est différente de celle des mères, comme dans ce rôle de protecteur où ils ont failli. Et ils sont dans
dans un désarroi qui souvent les rend, voilà, la scène où ils dégondent la porte, tout ça c'est du vécu, hein, c'est pas, on n'a rien inventé. Et c'était une manière, voilà, quand cette jeune fille avait raconté cette séquence avec son papa, voilà, c'était sa manière, il savait plus quoi faire, voilà. Donc ça passe par des élans comme ça qui forcément paraissent bêtes ou paraissent extrêmes, mais il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. Et malgré ça, dans les groupes de parole et dans une séance de désembrigadement en particulier, les deux témoignages qui m'ont le plus bouleversée, c'était ceux de deux papas. Parce que quand ils arrivent à se laisser aller, à laisser aller leurs paroles et tout ce qu'ils ressentent, voilà, c'est pour ça que ce rôle du papa qui parle d'aller à la montagne, d'aller à la pêche avec son fils, etc., bon, ça c'est quelque chose que j'ai entendu. Et ce papa, c'est marrant parce que la maman était très en retrait pour le coup, elle parlait beaucoup moins. Et lui, c'était lumineux, bouleversant. Voilà, c'est quelque chose que je garderai longtemps en moi. Donc je voulais absolument qu'il y ait ce personnage, cette parole de papa. Émilie, oui, peut-être sur le choix des filles. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on oublie souvent la présence des femmes dans les mouvements terroristes. Moi, j'ai toujours été fascinée par... On en a récemment beaucoup parlé, pour le coup. Mais dans les mouvements d'action directe, les porteuses de valises en Algérie. Et je crois qu'il y a chez les deux jeunes filles du film quelque chose qui est en rapport avec le romantisme au sens politique du terme. Et c'est ça, moi, qui m'a donné envie de me plonger dans ce sujet. Cette quête d'absolu, bien sûr, mais ce passage aussi à l'acte, et là pour le coup à l'acte physique, cette rupture qu'il y a, comme Marie-Castille le rappelait tout à l'heure, comment on passe d'une chambre avec des autocollants Hello Kitty, rose bonbon, à l'action, à rallier une organisation terroriste. Mais c'est pas un fait nouveau, et on l'oublie souvent, et le rôle des femmes a toujours été important dans ces organisations-là. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéressait. Est-ce que le film, pour autant, il aurait pu être un documentaire et pas non. On peut pas. Est-ce qu'on aurait pu, On ne peut pas faire un documentaire sur l'embrigadement. Non, mais dire ne prendre que des filles qui effectivement étaient où, enfin, pour le coup, en embrigadement, c'était pas possible. Oui, mais c'est vraiment ce qui nous intéressait aussi, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce processus. Mais on ne peut pas suivre avec une caméra une jeune fille qui est en train de... c'est juste impossible, quoi. Et même si c'est... Enfin, je veux dire, ça serait en tout cas plus accessible, c'est vrai que la présence d'une caméra chez les filles qui sont en désembrigadement, c'est très compliqué, quoi. Mais vous avez pu assister à des séances avec elles, oui, mais j'étais pas là en tant que cinéaste. J'étais là en tant que thésarde qui écrivait sur le sujet. Jamais elles ont su, sauf à la fin, voilà, pourquoi j'étais là. Pour que justement leurs paroles soient extrêmement libres. Parce que c'est ce que je voulais, c'était leur sincérité dans tout ce qu'elles disaient. Quand même. Oui, bonsoir et bravo pour le film. Je crois beaucoup à la cellule familiale. Et j'aurais voulu savoir, dans toutes ces familles que vous avez rencontrées, s'il y avait une tradition religieuse, s'il y avait des familles bireligieuses, des familles musulmanes pratiquantes. On va dire que la majorité des familles que j'ai rencontrées étaient athées. C'est la grande majorité. Et ensuite, catholiques, biculture, comme dans le film, et des familles musulmanes aussi. Mais c'est vrai que souvent, les jeunes filles qui sont de tradition, culture musulmane ont des parents qui sont plutôt laïcs ou qui ne
pratiquent absolument pas, et ce qu'elle leur reproche d'ailleurs. Donc voilà, alors c'est vrai que Dounia, elle a suivi à peu près 1200 familles, et c'est vrai qu'elle en a suivi avant la création du numéro vert, et qu'il y a beaucoup de familles, à mon avis, musulmanes ou de quartiers plus sensibles, qui, on va dire, qui osaient moins venir vers des relais de soutien ou vers des gens comme Dounia qui s'occupaient des embrigadements. Parce que toujours la peur de la judiciarisation, de la peur de la police, et donc qui ont commencé à le faire beaucoup plus après les attentats, en fait. Parce que tout d'un coup, elles réalisaient des énormes dangers, de la violence, de quelque chose où on était passé à un stade nettement supérieur. Et donc là, il y a eu plus de familles. Mais la majorité restait des familles athées, dans celles que j'ai rencontrées. Bonsoir. Bravo pour le film que j'ai adoré. J'ai trouvé que tout était très très bien, il n'y a aucune fausse note. Je ne suis pas du tout expert en cinéma, mais franchement. Et surtout, j'ai trouvé que le ton, au sens très général du terme, aussi bien la lumière, la musique, les acteurs, le montage, etc., était exceptionnel et très juste. Et alors, j'ai deux questions qui sont plutôt sur le sujet en tant que documentaire, parce qu'il y a évidemment toute une partie documentaire. La première, c'est que j'ai été très surpris de voir que dans le cas de Naomi, dans tout son process, entre le moment où elle reçoit les premiers textos et le moment où elle part, elle n'a aucun contact physique avec soit cet homme, soit une communauté d'embrigadement, etc. Est-ce que c'est la réalité? Et la deuxième question, c'est Dounia, c'est ça son prénom? Est-ce qu'elle est seule aujourd'hui en France? Vous avez parlé d'une association. Quelle est la taille de cette association et quelle est aujourd'hui sa capacité à répondre, je suppose, aux nombreuses demandes des parents malheureux? Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que vous soulevez, parce qu'on l'a vu justement avec les jeunes filles qui ont été interpellées il y a 15 jours maintenant, ou 3 semaines, je ne sais plus. 4 jeunes filles qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui n'ont eu qu'une relation virtuelle. C'est-à-dire que